à tous, à toutes, et merci d'être ici ce soir pour notre conférence des grands communicateurs. Je vais tout de suite commencer en laissant la parole à mademoiselle, dont j'ai oublié le nom, représentante de l'association étudiante de la TELUC. Oui, c'est pour vous informer, en fait, qu'on tient toujours nos 5 à 7 avant les grands communicateurs. On a changé d'endroit. C'est au jardin, donc à la TELUC, juste avant de vous rendre, au fond, à la conférence, si vous êtes à Montréal. Vous pouvez arriver un petit peu plus tôt. On a des grignotines et un peu d'alcool à vous offrir. Donc, on vous attend le 26 de janvier prochain. Merci, j'y serai, j'y étais, c'était très agréable. Merci beaucoup. Alors donc, encore bonjour. Je salue aussi les gens qui nous regardent sur Internet. Je pense que ce soir, ils sont nombreux à regarder en ligne, donc on les salue ici. On remercie, je voudrais aussi prendre quelques secondes pour remercier les partenaires grâce à qui nos conférences des sont ce qu'elles sont et sont le succès qu'elles sont aujourd'hui. Il y a en particulier la TELUC qui nous accueille ici, son association étudiante qui nous supporte beaucoup, le Canal Savoir qui nous diffuse, et enfin bien sûr les conférenciers qui nous font l'honneur d'être avec nous et de partager leur savoir. Je vais vous parler du programme qui nous attend pour l'année prochaine. Donc la saison continue le 26 janvier. Et notre invité le 26 janvier, ce sera Bernard Drinville. Bernard Drinville a été journaliste à Radio-Canada, il est maintenant député à l'Assemblée nationale à Québec. Et il nous donnera son point de vue justement de journaliste à homme politique, de service public, de vérité, comment parler quand on est à la fois journaliste et maintenant député. Qu'est-ce que c'est ? Le 23 février, nous ferons une incursion dans le monde un petit peu plus caché de la communication politique. Notre invité, M. Benoît Gignac. M. Gignac a occupé beaucoup de fonctions un petit peu dans l'ombre, notamment d'attaché de presse du maire de Montréal, c'était Jean Doré à l'époque. Il a été directeur des communications de la ville de Montréal. Il nous parlera un peu des petites histoires de la vie politique, de la communication politique. Pardon, réflexion, leçons et petites histoires sur la communication politique. Le 30 mars, ça sera autour de M. Éric Lacroix, qui est associé et vice-président chez la firme de sondage Somme. Il nous parlera de l'état de la recherche marketing en 2011. Le 27 avril, on parlera des hebdomadaires locaux avec le directeur général de Hébdo-Québec, M. Gilbert Paquette, qui nous parlera, qui nous expliquera comment les journaux locaux, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur la presse imprimée, eux, continuent à tirer leur épingle du jeu. Point de vue là-dessus. Et le 25 mars, le 25 mai, pardon, on passera complètement dans le monde des nouvelles technologies, du 2.0, 3.0, avec Sylvain Carle. Sylvain Carle est vice-président technologique et il a fondé la compagnie Praised Media. Il est très actif aussi sur la blogosphère et il nous parlera des médias en mutation et comment est-ce que les médias ont évolué depuis l'invention de l'imprimerie à aujourd'hui, le 2.0, 3.0 comme on dit. Pour plus d'infos sur les programmes de ces conférences, moi je vous invite surtout à nous rejoindre sur le site de la Toile des communicateurs. L'adresse est derrière moi, www.toile.coop. Et aussi, on est très présent sur les médias sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous pouvez aussi cliquer là-dessus. Notre conférence de ce soir, on prévoit environ 45-50 minutes, sera suivie ensuite d'une période de questions que j'animerai, donc je vous pourrai passer le micro pour poser vos questions. Les gens qui nous regardent sur Internet aussi pourront poser des questions à Denis, qui nous les relayera dans la salle. On fait aussi remplir un petit questionnaire d'évaluation. Les gens en ligne aussi pourront y répondre. Donc c'est bien important pour nous d'avoir votre avis sur cette conférence-là. Et sur le même questionnaire, vous pourrez y inscrire votre adresse de courriel. Alors faites-le si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la Toile des communicateurs. Bien entendu, on garde cette adresse pour nous. On ne la donne absolument à personne. Ce soir c'est un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement à la Toile des communicateurs. Nous avons voulu parler de cyberdépendance parce qu'on pense que c'est un problème qui touche qui peut toucher différentes personnes, surtout dans le domaine des communications. Donc peut-être certains d'entre nous ou vos proches pourraient pourraient être atteints peut-être ou avoir un petit peu de difficulté à des fois décrocher un peu de nos Twitter, ordinateurs et tout ça. Donc c'est un petit peu pour ça que nous, à la Toile des communicateurs, nous avons voulu aborder ce sujet. Et pour le faire, nous avons invité avec nous qui est psychologue clinicienne en bureau privé à Montréal, au Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux aspects sociaux et psychologiques des nouvelles technologies depuis environ une douzaine d'années. Et en 2008, elle a justement fondé le site cyberdépendance.ca qui vise justement à informer le public un petit peu sur ce nouveau phénomène.
et elle enseigne aussi au Cégep du Vieux-Montréal. Alors, je vous la présente tarder. Docteur Marianne Sergerie. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, le thème de la conférence d'aujourd'hui, bien entendu, va être sur la cyberdépendance. Donc, pendant la conférence, on va essayer de s'attarder à savoir qu'est-ce que c'est la cyberdépendance pour mieux la comprendre. Donc, tout de suite, pour débuter, je vous présente le plan de justement la présentation de ce soir. Alors, premièrement, on va faire un survol rapide là, au niveau statistique par rapport à l'utilisation d'Internet, juste pour, dans le fond, voir à quoi ça ressemble, puis donner un portrait global de la situation. Ensuite, on va essayer de s'attarder à savoir qu'est-ce que c'est la cyberdépendance, comment on peut la définir. Donc, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les conséquences qu'on va observer, c'est quoi aussi les principaux types, parce que selon les applications, on va observer différents types. Et enfin, on va essayer de voir des pistes d'intervention, donc comment décrocher, qu'est-ce qui peut aider là, les personnes aux prises avec ces difficultés-là à prendre un peu de recul par rapport aux nouvelles technologies. Alors, voilà pour le plan de la présentation. Comme je vous le mentionnais, voici dans le fond quelques statistiques au niveau de l'utilisation d'Internet. Là, ici, on voit des statistiques à travers les différents continents. Si on regarde, en Asie, bien entendu, il y a beaucoup plus de gens qu'ici, donc le nombre de personnes est un peu plus élevé. Donc, on parle de 825 millions de personnes qui vont utiliser Internet sur une base régulière, donc presque à tous les jours, ce qui représente environ 22% des Asiatiques. Si on regarde, dans le fond, en Amérique du Nord, l'endroit qui nous concerne le plus, donc on parle d'environ 266 millions de personnes, donc au Canada et aux États-Unis, ce qui correspond à environ 77% des Nord-Américains. À travers le monde, donc quand on regroupe tout ça, on se rend compte qu'il y aurait environ 2 milliards de personnes qui utilisent de façon régulière. C'est environ 28-29 populations mondiales. Si on regarde à travers le Québec, donc une situation qui nous concerne un peu plus, les statistiques pour, en fait, le mois de novembre, selon le CIFRE, il y aurait plus de 5 millions d'adultes québécois, donc environ 75% des internautes, pas des internautes, mais des adultes québécois qui utiliseraient Internet sur une base régulière. On constate que depuis 2000, le pourcentage tend à augmenter, mais que depuis 2007, il y a une certaine stabilisation là, au niveau. Si on regarde aussi au niveau de l'année 2010, on remarque aussi qu'il y a des écarts, là, donc ça pourrait être entre 73 et 69% la proportion des utilisateurs réguliers. Donc, d'un mois à l'autre, ça peut varier, mais ça donne quand même une idée. Si on fait, dans le fond, si on prend en considération qu'il y a juste 1% de ces personnes-là qui présentent un usage problématique, sur 5 millions, ben, ça fait quand même 50 000 personnes, donc c'est quand même un nombre assez important. Ici, je vous montre la proportion des internautes réguliers selon l'âge, donc au Québec pour l'année 2009, donc pour l'année dernière, pour avoir une petite idée de comment ça se répartit selon l'âge. Ce qu'on se rend compte, c'est que les plus jeunes ont tendance à utiliser Internet dans une plus grande proportion que les personnes plus âgées. Donc, les 18-24 sont ceux qui utilisent dans une plus grande proportion. En fait, on pourrait même dire les 12-24 ans qui utilisent quasiment en quasi-totalité base régulière. Le nombre d'heures moyen passées ont toutes tranches d'âge confondues par semaine. Le nombre d'heures passées sur Internet est d'environ 14 heures. Donc, ça donne une idée aussi donc de à quoi ça peut ressembler pour une utilisation de la plupart des gens. Les jeunes, comme je disais, 18 à 24 ans, mais les étudiants et les diplômés universitaires ont tendance aussi
à utiliser ou avoir un nombre d'heures plus élevé par rapport à l'utilisation d'Internet comparativement à d'autres types de personnes. Maintenant, qu'est-ce que c'est la cyberdépendance? Donc, au niveau, je dirais juste des appellations, on a toute une gamme d'appellations assez, juste en français, je dirais, là, donc ça passe de cyberdépendance, cyberaddiction, syndrome de dépendance à Internet ou juste dépendance à Internet. On a usage excessif, abusif, compulsif, pathologique, problématique d'Internet ou encore toutes les mêmes déclinaisons avec usage problématique des nouvelles technologies. Donc, ça montre qu'il n'y a pas encore de consensus sur l'appellation au niveau de la littérature. Ça, on le retrouve en français, mais on le retrouve également dans la littérature anglophone, ce qui pose problème aussi au niveau de la recherche, parce que si on ne s'entend pas sur un terme, imaginez comment on peut s'entendre sur une définition. C'est pas toujours évident. Malgré ce manque de consensus-là, il y a quand même des chercheurs qui s'intéressent au phénomène et qui essaient de décrire le mieux possible qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, moi, je vous propose une définition qui est quand même assez générale puis qui permet, dans le fond, de peut-être un peu mieux cibler certaines choses à prendre en considération par rapport à la cyberdépendance. Alors, on parle d'une utilisation des technologies ou des moyens de communication offerts par Internet qui engendrent des difficultés. Donc, les difficultés, on va les retrouver à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau scolaire, professionnel ou encore relationnel. Et un autre point qui est très important, c'est que l'utilisation va aussi amener un sentiment de détresse chez la personne. Donc, s'il n'y a pas de détresse, ça devient un peu difficile de parler de cyberdépendance. Quoique, des fois, certaines personnes me disent « Oui, mais il y en a qui passent 40 heures, puis font que ça, puis ils sont bien là-dedans. » En même temps, c'est qu'on va voir qu'il y a des difficultés qui vont commencer à surgir au niveau des différentes sphères de vie. Par exemple, au niveau scolaire, de l'absentéisme ou des retards, etc. Donc, ces deux facteurs-là sont très importants à prendre en considération. Détresse, qu'est-ce qu'on entend par détresse? C'est ce qu'on me demande. On entend par détresse, dans le fond, ce qui va provoquer certaines émotions, de l'anxiété, ça pourrait être de l'irritabilité, ça pourrait être un sentiment de dépressif ou un état de vide. Donc, c'est ce qu'on va entendre là, par détresse. Ça va pour... En 1998, il y a Griffiths qui s'est intéressé à ce phénomène-là et qui a tenté de proposer des critères quand même assez généraux pour parler, dans le fond, de la dépendance aux technologies. Alors, si vous regardez ces différents critères-là, on peut remarquer que ça ressemble beaucoup à des appellations qu'on va utiliser, par exemple, au niveau là, des dépendances aux substances ou d'autres formes de dépendance. Donc, on va regarder ensemble ces six critères-là. Premièrement, on a la prédominance qui correspond, dans le fond, au moment où l'activité ou le comportement va prédominer dans la vie de la personne. Donc, jusqu'à quel point il va devenir le plus important dans la vie de l'individu, jusqu'à quel point il va occuper toutes ses pensées ou jusqu'à quel point les comportements vont être tout orientés vers cette activité-là. Donc, à ce moment-là, ça fait référence à la prédominance. Donc, jusqu'à quel point ça prend de l'ampleur dans la vie de la personne. Par la suite, on a la modification de l'humeur. Les modifications au niveau de l'humeur, c'est considéré, dans le fond, comme des conséquences du comportement, puis ça va référer aux expériences subjectives qui vont être apportées par la personne. On fait référence à ce moment-là à une impression d'être sur un high ou un sentiment d'apaisement ou un sentiment de fuite ou encore une impression d'être engourdi. Donc, ça va être ce que la personne va rapporter à ce moment-là et qui va faire en sorte que son humeur va être modifiée. Le troisième, la tolérance.
La tolérance, ça fait référence à une hausse à travers le temps au niveau des quantités, dans le fond, pour obtenir les mêmes effets. À quoi ça peut ressembler pour une dépendance aux technologies? C'est que, bon, on va augmenter le montant des gageures, par exemple. On va augmenter le temps passé en ligne. On va s'acheter un équipement de plus en plus perfectionné. On va acquérir de plus en plus d'applications. Donc, ça va faire référence à ces dimensions-là, donc à la tolérance. Les symptômes de manque. Ici, on fait référence, dans le fond, à des sensations désagréables que l'individu va ressentir quand elle va, dans le fond, quand il va avoir une réduction ou un arrêt au niveau du comportement. Donc, ça peut être de la déprime, ça peut être de l'irritabilité, ça peut être de la tristesse. Donc, c'est selon les cas. Les conflits, on va les retrouver, dans le fond, à plusieurs niveaux. On peut voir des conflits entre l'individu lui-même et, dans le fond, différentes sphères de vie qu'elle va... Pardonnez-moi, j'étais un peu déconcentrée. Donc, on va voir, c'est ça, des conflits entre l'individu lui-même et son réseau social. Donc, ça peut être une forme de conflit. On peut voir aussi des conflits entre les différentes activités de la personne, par exemple entre les loisirs et le travail, ou encore des conflits qu'on appelle plus chez l'individu lui-même. Donc, des conflits plus intrapsychiques, par exemple quelqu'un qui aurait des désirs ou des attentes de performance et qui se retrouve à contre-performer ou à procrastiner, donc remettre les choses à plus tard en raison de son utilisation. Donc, à ce moment-là, pourrait voir des conflits au niveau de ses valeurs et donc des conflits qui seraient plus chez lui-même. Et la rechute, enfin, donc, c'est de revenir en fait au même comportement après avoir tenté de réduire ou de cesser, donc ce que j'appelle de revenir un peu dans ses vieilles pantoufles. Donc, même si on a essayé de réduire ou de cesser le comportement qui pose problème, on revient aux anciens. Dans le cadre de la conférence de ce soir, je ne vous présenterai pas des critères diagnostiques dans le fond, qui ont été proposés pour le manuel des psychiatres qu'on appelle le DSM en fait pour la prochaine version du DSM, parce que c'est encore un peu, je dirais, en ébauche. Et on entend toutes sortes de versions contradictoires. Mais malgré ça, je vais quand même vous présenter des éléments qui sont importants à retenir, qui vous permettraient de mieux comprendre qu'est-ce que c'est, encore une fois, la cyberdépendance. Alors, premièrement, on a la facette d'utilisation excessive. Souvent, dans cette facette-là, on va voir que la personne va perdre conscience un peu du temps qu'elle va passer en ligne. C'est-à-dire que, elle pense qu'il va pour une demi-heure, puis au bout de 3 heures, elle est toujours en ligne. Donc, des fois, on a un peu cet effet-là. Et aussi, on peut voir que ça a comme conséquence de négliger les besoins fondamentaux. Par exemple, la personne qui n'a pas le temps de prendre sa douche avant de partir travailler parce qu'elle a passé trop de temps en ligne. Le deuxième, c'est l'état de manque. Donc, ça revient un peu aux critères que je vous définissais tout à l'heure. Donc, l'état de manque, souvent, ce qu'on va observer, c'est de la colère, tension, dépression, irritabilité quand l'utilisation est impossible. Le troisième, la tolérance. Donc, ça aussi, ça rejoint un peu les critères de Griffith. Donc, besoin d'un meilleur équipement, besoin d'augmenter le montant des gageures, besoin de passer plus de temps, besoin d'avoir plus d'applications. Et enfin, les conséquences négatives, qui est aussi un aspect très important à considérer. Souvent, au niveau des conséquences négatives qu'on va observer, on va voir les mensonges. Les mensonges, en fait, ça va faire référence, entre autres, souvent aux applications et au temps passé en ligne. Souvent, les gens
selon les problèmes qu'ils vont rencontrer, surtout les applications, je dirais, à caractère sexuel. Les gens vont avoir tendance à mentir sur qu'est-ce qu'ils ont visionné, avec qui ils ont clavardé et dans quel objectif ils ont clavardé aussi, et aussi combien de temps ils ont passé. Donc, souvent, ils vont avoir tendance à mentir, surtout s'ils sont en couple. Donc, ils vont avoir tendance à mentir aux partenaires. Mauvais résultats scolaires. Donc, souvent, quand les séances de connexion sont prolongées et qu'il y a des retards, souvent quand ce qu'on appelle la procrastination est partie. Je vais y revenir un petit peu plus tard pour l'expliquer. L'isolement social aussi, donc ça, c'est une des conséquences. Quoique des fois, ça peut être un facteur qui est déjà présent à la base, qui prédispose une personne, je dirais, à développer un problème de cyberdépendance. Et bien sûr, la fatigue. Si les périodes de connexion sont de plus en plus longues et que ça empiète sur les heures de sommeil, à ce moment-là, à la longue, on peut voir surgir de la fatigue. On va voir ensemble maintenant les symptômes physiologiques, mais aussi les symptômes plus psychologiques et les conséquences. Si on regarde plus au niveau physique, qu'est-ce qu'on a tendance à observer? On parle du syndrome du canal carpien, donc qui est comme une affection de la main, du poignet, qui est associée à des mouvements répétitifs. Donc, le fait de passer plusieurs heures devant l'écran avec la souris, l'environnement n'est pas ergonomique, donc ça peut être une des conséquences. Sécheresse des yeux, maux de tête et migraines chroniques, associés au fait de regarder un écran pendant de longues heures. Maux de dos, encore une fois, si on passe plus de temps assis, des fois on n'aura pas toujours des positions qui vont être adéquates. Alimentation irrégulière, repas sautés et de mauvaise qualité. Donc, les gens, des fois, vont oublier de manger ou vont prendre un peu n'importe quoi pour s'alimenter. Et à ce moment-là, c'est à long terme, ça peut avoir des conséquences. Négligence au niveau de l'hygiène personnelle, ça réfère un peu à ce que je disais tout à l'heure. Donc, des fois, les gens vont même jusqu'à ne pas prendre leur douche avant d'aller travailler. Dans certains cas, ils ne vont pas prendre leur douche pendant plusieurs jours, quoique ça, c'est dans des cas un petit peu plus sévères. Mais c'est souvent, des fois, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer. Insomnie ou modification dans le cycle du sommeil. Donc, comme je le disais, si les heures de coucher sont décalées, à ce moment-là, les nuits peuvent se retrouver soit écourtées ou encore le réveil peut être décalé le lendemain. Des fois, ça peut être associé à la consommation de caféine pour essayer d'augmenter le temps de veille. Consommation de caféine ou encore d'autres substances qui permettraient, dans le fond, de rester éveillé plus longtemps. Donc, on peut bien voir aussi les conséquences que ça peut entraîner à long terme. Si on regarde maintenant les symptômes plus psychologiques et les conséquences, je les ai regroupés ensemble puisque des fois, c'est pas évident. Selon les cas, on peut les retrouver dans des conséquences et d'autres fois dans des symptômes. Là, ici, il y en a un petit peu plus que les symptômes physiques. Alors, souvent, quand les gens vont être en ligne, on va observer qu'ils se sentent bien, qui ressentent justement des fois de l'euphorie, qui des fois se sentent apaisés ou calmés. Et c'est ce qui fait aussi que les gens, au départ, ont tendance à y retourner. Si ce n'était pas le fun, les gens n'y retourneraient pas. Donc, il y a toujours ça qui est important de se rappeler. Au contraire, quand ils ne peuvent pas être en ligne, mais c'est là que les problèmes, des fois, peuvent ressurgir. Donc, sentiment de vide, dépression, irritabilité. Il y a des pensées aussi qui ont tendance à être obsédantes. Donc, la personne va penser constamment à la prochaine fois où elle va pouvoir retourner en ligne ou en fait, elle va anticiper les prochaines séances de connexion. Et aussi, on va voir que si elle essaie de cesser ou de réduire, ça va être difficile. Et c'est souvent ce qui amène les gens à consulter. Des fois, ils ont essayé par eux-mêmes de réduire ou de cesser complètement et ils ont vu que ça n'a pas fonctionné. Ils ont trouvé d'autres façons de retourner en ligne ou d'utiliser certaines applications. Donc, ça, c'est un signe que le problème commence à prendre un peu plus d'ampleur.
Besoin d'augmenter le temps d'utilisation, tolérance, donc ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Période d'utilisation plus longue que prévu, ça fait référence à la perte de conscience du temps dont je vous parlais tout à l'heure. Souvent, les gens, c'est ça, vont se connecter, puis ils vont avoir l'impression, ils vont dire « Ah, j'irai pas très, très longtemps, ça sera pas long ». Finalement, de fil en aiguille, ils se retrouvent qu'ils passent beaucoup plus de temps que prévu. La fréquence et la durée, ça, c'est un critère qui reste vraiment déterminé. C'est sûr que si vous vous rappelez la première fois, c'est-à-dire vous êtes allé en ligne, probablement que ça a suscité un certain engouement, que vous aviez envie peut-être d'y retourner. À mon sens, il n'y a pas nécessairement quelque chose de problématique là-dedans. Ce qui est problématique, c'est si disons, ça s'installe dans le temps et que ça devient, ça prend, disons, des proportions beaucoup plus grandes et que cet engouement-là et que les pensées obsédantes demeurent. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut peut-être discerner un problème un peu plus grand. Au niveau de la durée, encore une fois, il n'y a pas de, je dirais, de consensus là-dessus. Certaines personnes vont parler de 6 heures par jour. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui, dans le fond, pour une utilisation précise, avaient 6 heures par semaine, mais pour qui ça provoquait beaucoup de détresse. Donc, je le vois, en fait, le critère de temps comme un indice de sévérité, mais pas nécessairement le seul critère à retenir pour parler de cyberdépendance, parce que ça renferme encore beaucoup d'autres choses. L'altération sur le plan du fonctionnement, donc ça, c'est quand on parle des différentes sphères de vie d'un individu, où on va trouver on va voir une altération, par exemple au niveau de ses relations familiales, relations amoureuses, au niveau scolaire, au niveau professionnel. Donc, quand on va voir qu'il y a différents problèmes qui ressurgissent, ça fait partie des sphères qui sont importants à considérer. Côté, plan relationnel, etc. Diminution de l'intérêt pour les autres activités. Donc, ça aussi, ça peut être un symptôme important. La personne va commencer à se désintéresser des autres choses qu'elle va faire dans sa vie. Et à ce moment-là, l'utilisation va prendre de plus en plus de place. Isolement social, ça, tout à l'heure, on en a parlé un peu. Les mensonges aussi. Perte d'emploi, ça peut être dans certains cas, là, selon les utilisations, s'il y a beaucoup de retard au niveau des tâches à exécuter, à la longue, des fois, ça peut entraîner certaines pertes d'emploi. Le sentiment de culpabilité, c'est aussi quelque chose qui est très présent, qui va souvent amener les gens à consulter quand ils se sentent coupables ou qu'ils ressentent de la honte par rapport à leur utilisation. Souvent, le sentiment de culpabilité est très associé aux activités en ligne à caractère sexuel. Donc, c'est ce qui va aussi être très en lien avec la détresse. Dans certains cas, on peut voir des importantes sommes d'argent qui vont être consacrées par rapport au temps de connexion. Quoique maintenant, les forfaits sont peut-être plus accessible, je dirais, financièrement que ça pouvait l'être au début. Et pour quelqu'un qui, disons, ferait du téléchargement vraiment excessif ou qui achèterait beaucoup de cyberpornographie, à ce moment-là, ça pourrait occasionner là, des argent assez considérable pour quelqu'un qui aurait un problème de jeu en ligne au niveau du gambling, ça aussi. Ça pourrait avoir des conséquences à ce niveau-là. Les problèmes légaux, on va les voir dans les cas surtout de cyberpornographie infantile. Donc ça, souvent, ça va entraîner des problèmes légaux. On va le voir aussi dans certains cas de piratage informatique qui sont un peu plus rares quand même. Donc, ça va faire référence plus à cette sphère-là. Maintenant, si on regarde, il y a différents aspects à considérer là, pour distinguer un usage approprié d'un usage problématique. Souvent, on va regarder si c'est une passion qui est plus de type harmonieuse, qu'on appelle, ou une passion obsessive. Il y a Valran et son équipe, Valran qui est chercheur justement de l'UQAM, qui s'est
qui s'est intéressé aux différents types de passions et, entre autres, à l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, ce qui est ressorti de ça, c'est qu'au niveau de la passion harmonieuse, ça fait référence, dans le fond, à une force interne que l'individu va ressentir, qui va l'amener à s'engager librement dans une activité. Donc, c'est un choix qui serait cohérent avec son système de valeurs et qui dans le fond, empiéterait pas non plus sur les autres activités qui sont présentes dans sa vie. Donc, à ce moment-là, on parlerait plus d'une passion harmonieuse. Donc, ça veut dire que ça se peut que la personne y consacre beaucoup de temps, mais il n'y aura pas juste ça non plus dans sa vie, il peut y avoir aussi d'autres activités. Oh, pardon. La passion obsessive, elle va être un peu différente. C'est quand la personne va se sentir obligée de faire une activité. Donc, il y a comme une force interne, une pression interne qui va la pousser à s'engager dans cette activité-là. Et à ce moment-là, elle peut ressentir plus de détresse là, si elle n'a pas mené à bien là, cette activité-là. Donc, c'est associé souvent à plus de conséquences négatives que la passion harmonieuse. Et, par exemple, on l'associe à un faible niveau au niveau de la satisfaction de vie, au niveau de l'affect aussi. Donc, les émotions ont tendance à être plus... Donc, c'est une distinction importante à faire entre les deux. Il y a aussi ce qu'on appelle les usages essentiels ou professionnels versus les usages non essentiels ou personnels. Donc, ça aussi, ça permet de discerner, OK, c'est quoi la proportion de temps qui est pour le travail, disons, ou les études versus l'aspect plus récréatif. Je crois qu'encore là, des fois, il y a des gens qui passent beaucoup de temps pour le travail et donc là, ça pourrait être aussi questionné à ce niveau-là. Maintenant, on passe aux types. Si on regarde les types, on peut remarquer qu'il y a 4 principaux types au niveau de la cyberdépendance. On va les regarder, on va les survoler ensemble là, ce soir. Premièrement, les activités sexuelles en ligne qui regroupent ce qu'on appelle la cyberpornographie et la cybersexualité. Les jeux et les transactions, donc, qui concernent tout ce qui... En fait, ce qui a un aspect un peu plus ludique, je dirais. La recherche d'informations, donc le fait de naviguer sur Internet. Et enfin, tout ce qui est cyberrelations, donc réseautage social, clavardage, courriel, etc. Donc, si on regarde le premier type, les activités sexuelles en ligne. Donc là, je vous ai mis une petite image justement d'un film qui est sorti, je pense, c'est en 2007, qui s'appelle « Ma fille, mon ange », qui traitait un peu de l'aspect de la cybersexualité, qui regroupe dans le fond, qui se retrouve en fait dans les activités sexuelles en ligne. Donc, ça peut être intéressant de le voir justement pour peut-être avoir une meilleure idée de ce phénomène-là. Alors, ça consiste dans le fond, les activités sexuelles en ligne, à rechercher soit de la cyberpornographie ou encore des partenaires sexuels en ligne, donc ce qu'on appelle plus le volet cybersexualité. Non seulement il va y avoir de la recherche, mais aussi les gens vont se préoccuper par rapport à cette recherche-là. Donc, ils vont y penser, ça va les occuper, ça va occuper beaucoup leur esprit. On peut voir aussi des comportements masturbatoires pendant les séances de clavardage ou encore pendant le visionnement du trafic. Donc, ça va être un qui va être présent. Les gens aussi vont avoir tendance à privilégier les activités sexuelles en ligne au détriment, malheureusement, des activités sexuelles avec le partenaire de la vie réelle. À titre indicatif, en fait, ce serait la catégorie ou le type qui serait le plus commun. J'ai tendance à croire aussi que c'est un peu plus pour ce type-là que les gens viennent consulter. Donc, je ne sais pas si c'est le reflet un peu de... Je viens de dire dans le sens que ce serait le plus commun. Mais chose certaine, c'est un type qui a tendance à provoquer beaucoup de détresse. La dépendance au cybersexe, bien entendu, ça a un impact qui est important sur la vie de couple. On peut facilement l'imaginer. Donc, souvent, on va voir un cercle vicieux qui va s'installer.
Il y a des problèmes, des fois, au niveau de la sexualité qui peuvent être présents au sein du couple, mais je dirais même des problèmes, des fois, qui peuvent être de différentes natures, pas juste au niveau de la sexualité. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui avaient des problèmes, disons, d'affirmation dans le couple, où, disons, le partenaire avait du mal à disons, nommer certains de ses besoins, ce qui contribuait à déclencher le comportement d'aller visionner, en fait, c'est ça, visionner de la cyberpornographie ou encore échanger là, avec des partenaires sexuels en ligne. Donc, c'est un peu l'effet de cercle vicieux. Donc, à la fois, les problèmes vont déclencher et maintenir le cybersexe ou le visionnement de la cyberpornographie. Puis, en même temps, le fait d'aller vers la cybersexualité ou la cyberpornographie va avoir tendance, encore une fois, à déclencher et maintenir les problèmes sexuels ou les problèmes dans le couple. Donc, souvent, ça va les apaiser sur le coup, mais ça ne règle rien dans le fond. Si on regarde l'aspect des déviances sexuelles, en fait, c'est sûr que sur Internet, c'est facile de trouver des groupes d'individus ou des individus qui ont des pratiques sexuelles qu'on pourrait qualifier d'hors normes ou hors du commun. Et ça contribue à banaliser certaines conduites. Si on pense par exemple à l'hypersexualisation, le fait de voir quelque chose de façon régulière contribue au fait qu'on s'y habitue. Alors, pour quelqu'un qui échange constamment avec d'autres personnes sur des thématiques sexuelles moins communes, contribue au fait, dans le fond, de banaliser ces contenus-là. Alors, plus ils vont fréquenter ce type de groupe-là, ou plus ils vont avoir accès à ce type de contenu-là, plus ça va contribuer à banaliser leurs pratiques. Puis, ça peut, dans le fond, faire surgir l'apparition de certaines déviances sexuelles. Les jeux et les transactions, donc ça regroupe plusieurs choses. On retrouve les jeux vidéo, donc sur console ou sur ordinateur. Les jeux en ligne, ce qu'on retrouve sur Internet un peu plus. Je pense entre autres à tout ce qui est l'aspect des jeux, des nouveaux jeux là, sur les roulettes. Je pense entre autres à Farmville qui devient de plus en plus populaire. Il y a des millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est aussi des formes de jeux qui sont plus simples et qui sont plus faciles d'accès, donc qui ouvrent la porte à des nouvelles clientèles. Entre autres, les femmes et les personnes un peu plus âgées auraient tendance à accéder un petit peu plus facilement à ce type de jeu-là. On trouve aussi les jeux d'hasard et d'argent, tout ce qui est gambling en ligne, donc poker ou casino sur Internet ou casino virtuel. Les sites d'enchères comme eBay. Les sites d'achat ou de transactions en ligne, donc ça peut faire référence aux transactions boursières, donc tout ce qui est magasinage en ligne, les commerces qui ont des sites où on peut acheter. Pour certains, bien entendu, ça peut entraîner de sérieux problèmes financiers parce que plus il y a de consommation, d'achat de fait, plus les gens ont tendance à s'endetter et surtout que souvent, en fait, la très grande majorité du temps, les achats sont faits par des cartes de crédit. Alors, les gens perdent un peu la notion de l'argent qui est dépensé. Ils peuvent se retrouver facilement endettés. Par rapport aux jeux vidéo, ça m'amène aussi à aborder un peu le phénomène des jeux en ligne massivement multijoueurs qu'on appelle les MMO. Donc, le plus populaire de ces jeux-là est certainement World of Warcraft, donc qui compte plus de, dans le fond, 12 millions d'usagers à travers le monde. Il y a d'ailleurs une dernière version là, qui est sortie la semaine dernière. Initialement, il y avait comme, je pense, 70 niveaux. Là, maintenant, on peut aller, je pense, jusqu'à 85. Donc, la particularité, dans le fond, de ces jeux-là, c'est que le jeu continue d'évoluer, même en l'absence du joueur, étant donné que c'est en ligne. Ce qui fait que, pour certains joueurs, ça peut devenir très anxiogène de savoir qu'ils ne sont pas en ligne, mais que leur joueur n'évolue pas
et que leur joueur, des fois, peut peut-être perdre du terrain par rapport à d'autres utilisateurs. Donc, c'est ce qui rend la chose aussi un peu plus addictive que d'autres types de jeux. On a parlé tout à l'heure de l'aspect de la passion. Donc, il y a justement dans le laboratoire de Valran, un de ses étudiants qui a étudié le phénomène de la passion, mais en lien avec les jeux vidéo. Donc, grosso modo, ce qui est ressorti, c'est sûr que les données sont un petit peu plus complexes que ça, là, mais si je vous fais un petit résumé, c'est que au niveau, les individus qui auraient un haut niveau de passion harmonieuse envers les MMO, donc les jeux en ligne massivement multijoueurs, auraient tendance à vivre plus d'émotions positives quand ils jouent, éprouver plus de bien-être psychologique et avoir un niveau de satisfaction de vie plus élevé et ils auraient moins tendance à souffrir des conséquences négatives qui seraient associées au jeu, alors que les personnes qui auraient un niveau de passion obsessive envers les MMO, eux aussi auraient des émotions positives, mais auraient tendance, dans le fond, à vivre plus d'émotions négatives comme la tristesse ou la honte, et aussi avoir un bien-être psychologique moins élevé. Il y a une autre étude aussi qui montre que, en fait, de Lafrenière également, qui montre que un individu qui développerait une passion envers les MMO, dans le fond, je vais reprendre ma phrase, là, l'individu qui développerait, ça serait une façon, en fait, de... je vais reprendre mon idée, là. Les personnes qui auraient tendance à avoir un niveau de passion obsessive, en fait, ça serait souvent associé à ceux qui auraient, dans le fond, seulement les MMO comme unique source de gratification. Donc, si toute la gratification passe par le jeu, souvent, on aurait tendance à voir surgir une passion un peu plus obsessive, alors que ceux qui auraient une passion harmonieuse auraient tendance à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire à avoir aussi d'autres aspects où ils peuvent se gratifier, d'autres activités dans lesquelles ils peuvent s'investir. Donc, leurs besoins psychologiques pourraient être comblés à la fois dans les jeux, mais aussi à l'extérieur, contrairement aux joueurs qui présenteraient une passion obsessive où leurs besoins psychologiques seraient plus comblés avec les MMO. Les achats compulsifs maintenant, un petit mot rapide là-dessus. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que, bon, avant de procéder à l'achat, la personne va ressentir une tension croissante qui va l'amener à avoir une envie vraiment irrésistible d'acheter. Et le fait d'acheter va faire en sorte de réduire cette tension-là. Internet, c'est une grande boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait que pour les personnes qui ont plus de difficultés à avoir de l'autocontrôle, ça peut être assez problématique et difficile de résister, dans le fond, à l'envie, à cette envie-là d'acheter. Donc, d'où l'importance des fois d'essayer de voir comment ils peuvent se mettre des barèmes par rapport à ça et résister à l'impulsion. Maintenant, la recherche d'informations et la navigation là, sur Internet. Souvent, les problèmes qu'on va voir surgir par rapport à ce type-là vont être associés au fait d'accumuler beaucoup de contenu par rapport à certains thèmes, ce qui fait que les gens vont se retrouver submergés avec l'information, ne seront pas en mesure de la trier, de cerner quelle information prime sur l'autre, et ça continue à augmenter le stress, à réduire la productivité, à les surcharger au niveau du travail. C'est un type que j'ai souvent vu chez les étudiants qui, des fois, vont accumuler beaucoup d'articles, par exemple, avant de commencer un travail, puis là, ils vont se retrouver ensevelis là, sur toute cette information-là, puis ne sauront plus par où commencer. Un petit mot sur la procrastination. Donc, qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est le fait de remettre les choses à plus tard. Donc, souvent, quand les gens ont une crainte d'être évalués ou encore quand la tâche est perçue comme étant ennuyante, désagréable,
ou pas tellement motivantes, à ce moment-là, ça peut être un mécanisme qui se met en place pour gérer ça. Donc, on repousse, sur le coup, on se sent bien, on n'est pas trop confronté à la tâche, mais c'est plus tard que les conséquences vont survenir puisque la tâche demeure. Puis si en plus les gens ont des attentes de performance, à ce moment-là, le stress devient de plus en plus grand. Il y a une étude aussi qui a montré un lien entre la procrastination et l'usage problématique d'Internet. Donc, certaines personnes auraient tendance à utiliser certaines applications, en fait, pour repousser certaines tâches désagréables. Les cyberrelations, donc ça serait le deuxième type, en fait, le plus commun. Le premier était les activités sexuelles en ligne. Ce qu'on retrouve dans ce type-là, c'est tout ce qui est cybercorrespondance, donc tout ce qui est clavardage, courriel, blog, réseautage social. Donc, ça consiste à s'engager dans des relations en ligne, ce qu'on appelle des cyberrelations. Les gens vont donner priorité aussi à ces relations-là plutôt que les relations en face à face. On peut voir, je dirais, les relations d'adultère en ligne aussi dans cette catégorie-là. On ne les retrouve pas dans les activités sexuelles en ligne, celles-ci, parce qu'il y a plus l'aspect relationnel, c'est que la personne va développer une relation amoureuse, va développer une relation amoureuse en ligne, et à ce moment-là, il n'y a pas juste l'aspect de la sexualité qu'on va retrouver plus dans la première catégorie. Principalement les deux. Facebook, donc ça, au niveau du réseautage social, c'est probablement le site actuellement le plus populaire. On voit ici le nombre d'usagers selon les années, la croissance qui a été assez figurante. Donc, Facebook rapporte qu'il y aurait environ 5 millions d'usagers actifs à l'heure actuelle, probablement parce que c'est même déjà désuet comme information. Mais voilà, ça a laissé place quand même à vraiment une croissance assez importante. Il y a environ 35 millions des usagers qui mettraient leur profil à chaque jour à jour, là. Donc, qui iraient puis qui feraient des modifications à ce niveau-là. Et le nombre de contacts ou d'amis moyens par page serait de 130 contacts. Pas par page, mais par contact, pardon. Ce qui motive les gens à utiliser Facebook, ce sont à peu près ces raisons-là qui sont rapportées dans certaines études. Donc, garder contact avec des amis actuels ou des amis de longue date, passer le temps quand la personne s'ennuie, essayer de se divertir, rechercher de l'information, en partager. Donc, c'est un peu les motifs qui vont amener les gens à utiliser Facebook. Ceux qui n'ont pas de compte, ben, c'est assez simple, ça ne les intéresse pas. Ils trouvent que c'est une perte de temps, donc ça va plus dans ces raisons-là. Il y a d'autres études qui se sont intéressées encore une fois à Facebook, mais au narcissisme. Donc, ces études-là ont montré qu'il y aurait un lien entre les traits narcissiques d'une personne et le nombre de contacts sur la page Facebook, et également le nombre de messages postés. Les chercheurs expliquent ça parce que sur Facebook, c'est plus facile d'avoir des relations superficielles. Et donc, ce qui peut être assez reluisant pour une personne narcissique, donc, qui a beaucoup de contacts, mais toutes des relations en superficie. Facebook aussi est un bon moyen pour contrôler le contenu jusqu'à un certain point, bien entendu. Contrôler le contenu qui est diffusé sur eux et essayer de se montrer sous un jour plus favorable. Donc, ça leur permettrait d'être plus à l'aise là, avec ce type d'application-là. C'est sûr aussi que ça peut être plus facile au niveau de la notoriété ou au niveau de la popularité quand le nombre d'amis est plus grand. C'est sûr que si le nombre d'amis ou de contacts est plus grand, il risque d'y avoir aussi plus d'interactions sur la page d'une personne, ce qui, encore une fois, comme je le disais, contribue à l'aspect de la notoriété ou encore de la popularité de la personne. L'autre étude, elle, s'est intéressée au narcissisme et au niveau d'estime de soi qui a tendance à être plus faible. Donc, eux ont remarqué que les gens avaient tendance à passer plus de temps sur Facebook quand il y avait ces composantes-là et à utiliser plus Facebook comme un outil d'autopromotion.
donc de se faire, je dirais, de se faire valoir. Il y aurait des différences entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes auraient tendance plus à se faire valoir ou à se montrer sous un jour plus favorable par la description de ce qu'ils écrivent, alors que les femmes, ça serait plus en publiant des photos qui les font bien paraître. Maintenant, un petit mot rapide, je vois que le temps file, là. Un petit mot rapide sur les blogs. Ce qui est important, dans le fond, de retenir par rapport aux blogs, c'est que bon, l'information qui est diffusée est assez rapide, est assez immédiate, ce qui, bon, c'est sûr, peut laisser place des fois à des commentaires qui peuvent être questionnants, je dirais. Il y a l'aspect de la désémission dans les communications médiatisées par ordinateur qui a souvent été relevé. Donc, souvent, les gens, quand ils savent qu'ils ne sont pas vus, des fois, peuvent avoir tendance à dire des choses qu'ils ne diraient pas nécessairement s'ils étaient en face de la personne. Alors, d'où l'importance de modérer ses propos, à la fois sur les blogs, mais aussi sur les réseautage social. Donc, il y a peut-être une question à retenir, à savoir, mais comment je me sentirais si ce que j'écris était lu par la personne concernée ou était lu par mes proches? Est-ce que je me sentirais à l'aise? Si la réponse est non, c'est peut-être le temps de reformuler un peu le tout, là. Comment décrocher maintenant? Donc, avec ces différents types-là, il y a certaines choses qui peuvent être faites, donc les types au niveau de la cyberdépendance. Il y a peut-être 5 questions importantes à retenir, juste pour au moins être capable de situer, puis ça fait une sorte de synthèse par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, premièrement, est-ce que le temps de connexion Internet est plus long que ce qui était prévu au départ? Donc, déjà là, ça me permet de nous situer à savoir est-ce qu'on perd un peu la notion du temps quand on est en ligne? Est-ce que les autres responsabilités ou activités sont négligées? Est-ce que, oups, là, tout d'un coup, je ne fais plus mon lavage ou j'arrive en retard au travail ou je ne remets plus mes travaux, je les remets en retard? Donc, ça, des fois, ça peut être un indicateur. Est-ce que les tentatives pour réduire ou cesser l'utilisation d'Internet sont infructueuses? Donc, est-ce que ça a fonctionné ou non? Est-ce qu'il y a des conflits sur le plan relationnel en raison de l'utilisation d'Internet? Est-ce que, justement, ça entraîne des conflits avec le conjoint, la famille, les amis? Et est-ce qu'il y a des pensées qui sont excessives par rapport quand l'individu n'est pas en ligne? Donc, pensées excessives ou encore de l'anxiété. On revient un peu au sentiment de détresse dont on parlait plus en début. Ici, il y a quelques pistes pour décrocher, je dirais. Moi, souvent, en fait, les gens qui viennent me consulter, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est de faire des auto-observations. Ce que c'est de remplir une fiche pour essayer de mieux comprendre les comportements. Il y en a une qui est disponible en ligne sur le site cyberdépendance.ca. Cette fiche-là est gratuite avec je dirais, le mode d'emploi un peu pour l'utiliser. Et cette fiche-là permet d'identifier plusieurs choses pour être en mesure de réagir, d'intervenir par rapport à ce problème-là. Donc, on peut, entre autres, identifier la fonction ou le besoin qui est associé à ce comportement-là et trouver d'autres façons de répondre à ce besoin-là, d'autres alternatives. Donc, ça peut être une façon de répondre à ce qui n'est pas comblé, à ce qui déclenche le comportement. Il y a aussi de trouver des solutions aux difficultés qui sont liées aux usages problématiques en développant certaines habiletés. Je fais référence ici, entre autres, aux personnes qui, bon, disons qu'on identifie que Internet permet d'éviter des conflits. À ce moment-là, on travaillera ensemble pour essayer de développer des stratégies de gestion de conflits, d'affirmation, de communication. Donc, essayer de la personne pour trouver d'autres façons de réagir par rapport à la situation. Ici, c'est un exemple de la fiche d'auto-observation. Donc, il y a plusieurs colonnes. C'est un peu comme un tableau qu'on remplit, où on va écrire premièrement la date et l'heure de connexion, à quel endroit, donc ça permet de cibler est-ce qu'il y a un pattern qui se dégage de ça, quelle durée on estime être en ligne, c'est quoi les facteurs qui auraient pu déclencher le fait qu'on aille
qu'on utilise la technologie comme telle, c'est quoi les applications ou les activités qui vont être faites à ce moment-là. Encore une fois, ça va permettre de cibler est-ce qu'il y a des applications particulières qui posent problème ou c'est quelque chose de plus généralisé. Ensuite, on met l'heure de déconnexion et la durée de connexion réelle. Alors, avec l'heure de connexion et l'heure de déconnexion, on est en mesure de savoir est-ce que ça correspond à ce qui était estimé au départ. Dans ce cas-ci, on voit que la personne, en fait, c'est un exemple fictif, bien entendu, la personne, au lieu de passer 20 minutes, aurait passé presque 2 heures en ligne. Les 2 dernières colonnes sont, à mon avis, très importantes, puisque c'est ça que c'est là où on va tirer comme tout le jus là, pour essayer d'intervenir de façon adéquate. Alors, au niveau des émotions et au niveau des pensées, comment la personne va se sentir avant, pendant, après, et comment elle va, qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa tête aussi à ce moment-là. Et c'est là qu'on va pouvoir identifier les problèmes qui ont tendance à ressurgir, les émotions qui ont tendance à être présentes. Donc, moi, souvent, je le vois comme une photo de la situation. Puis, cette photo-là, après, ça permet de voir, mais OK, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut modifier pour, disons, se sentir plus à l'aise avec cette photo-là. D'autres petites techniques pour décrocher. On parle de pratiquer l'opposé. Ça vient un peu en lien avec la fiche d'auto-observation. Donc, dans la mesure où on connaît bien le pattern de connexion, on peut peut-être changer certaines habitudes. Quelqu'un qui, par exemple, en se levant le matin, irait en ligne sans même avoir pris sa douche, manger, puis passerait trop de temps avant d'aller travailler. À ce moment-là, on pourrait peut-être dire à la personne, OK, on va du matin pour dire, bien, tu vas te laver, tu vas manger, et si il te reste du temps, tu iras en ligne un certain temps. Donc, souvent, ça a un effet qui est positif pour la personne. Les alarmes externes, c'est pour aider à reprendre conscience du temps qui est passé en ligne. Donc, des fois, c'est juste de dire, OK, la durée de connexion estimée est d'une demi-heure. Donc, on met un signal sonore après une demi-heure, on s'arrête, puis on négocie pas avec soi-même. On se dit, OK, ben c'est ce que j'avais prévu, c'est ce qui était important pour moi. Puis à ce moment-là, ben, on essaie de résister à la tentation de poursuivre par rapport à ça, mais au moins, ça permet aux personnes d'être un peu plus raccrochées au temps réel. Établir des objectifs réalistes, donc je dirais par rapport au temps de connexion, ça serait d'essayer de réduire graduellement. Donc, de se dire, OK, bien, si je passe de 25 heures à 15 heures semaine, bien, je peux peut-être choisir des plages de 2 heures à chaque soir, puis 2 heures et demie la fin de semaine pour que ce soit quelque chose de plus équilibré. Utiliser des cartes de rappel, c'est pour se rappeler, dans le fond, c'est quoi les bénéfices qui sont associés au changement qu'on souhaite et c'est quoi les inconvénients de maintenir le comportement. Donc, des fois, ça peut être de placer des petites cartes à différents endroits pour se rappeler ça, parce que quand les gens, des fois, se sentent moins bien et ont tendance à revenir au comportement, ils ont tendance à oublier un peu. Donc, s'ils ont comme un indice visuel, des fois, ça leur permet de se rappeler qu'est-ce qui était réellement important pour eux. Les activités plaisantes, encore une fois, c'est quelque chose... en fait, c'est même pas juste avec les personnes cyberdépendantes que je vais agir là-dessus, mais avec toute personne qui me consulte, souvent on va regarder qu'est-ce qui est plaisant, c'est quoi les activités physiques que la personne fait. Donc, le but étant que plus il y a de variété dans l'horaire, moins elle va avoir tendance à aller juste vers une chose. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ira plus en ligne, mais si en même temps, bon, elle fait du sport, elle fait des activités sociales ou d'autres activités, mettons, plus créatives, bien, ça fait qu'elle a le choix. Donc, alors que si son seul choix est d'aller en ligne, bien, ça devient un petit peu plus difficile pour elle de faire autre chose. L'abstention, par rapport à certains logiciels ou certaines applications, on va l'appliquer effectivement quand toutes les autres stratégies ne fonctionneront pas, mais ça va être vraiment par rapport à des activités bien précises. C'est difficile là, dans la société dans laquelle on est de se dire « moi, je ne vais plus sur Internet, je coupe ça, j'en ai plus besoin, je tire la plug », comme on dit. Il y a peu d'emplois maintenant qui
nécessite pas d'avoir un accès, juste un courriel ou quoi que ce soit. Alors, c'est très difficile. En fait, dans certains cas, je trouve même que c'est irréaliste de s'attendre à ce qu'on puisse dire « moi, je ne vais plus en ligne du tout ». Alors, c'est pour ça qu'on va cibler des activités bien particulières où il va y avoir, dans le fond, où la personne va s'abstenir et non pas d'Internet ou des nouvelles technologies au complet. Alors, en conclusion, moi, ce que je souhaite vous rappeler comme grande ligne, c'est que c'est sûr que bon, c'est un phénomène qui est quand même encore à explorer. C'est un phénomène qui est assez complexe où il y a plusieurs dimensions à observer. Je pense que c'est important à la fois de ne pas démoniser les nouvelles technologies, mais de ne pas banaliser non plus. C'est juste d'être conscient que certaines personnes peuvent éprouver des difficultés et comment ça peut se manifester. Pour moi, il n'y a pas de... Le fait de vouloir utiliser les nouvelles technologies ou de communiquer avec les nouvelles technologies, ce n'est pas pathologique en soi. Ce qui est pathologique, c'est quand tout passe par ça et quand ça devient l'unique source de communication ou l'unique activité dans la vie de la personne. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui est important à retenir pour résumer un peu l'essence de la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup. Le temps de leurs questions, soit dans la salle, soit sur Internet. Est-ce qu'on commence par des questions sur Internet? Si vous voulez poser une question dans la salle, juste me faire signe et je passerai le micro. On a plein de questions. Alors, comme première question, c'est est-ce qu'on a développé certaines méthodes ou approches pour résorber la dépendance? Pour résorber la dépendance, en fait, ça revient un peu aux techniques que j'ai discutées là, vers la fin de la présentation. Je pense qu'en essayant, comme on disait, des fois de changer la routine, d'essayer de trouver d'autres périodes de connexion. C'est sûr qu'aussi, il y a un travail qui va être fait au niveau d'apprendre à tolérer l'impulsion. Donc ça va être des choses qu'on va essayer de travailler aussi. C'est sûr qu'au départ, tolérer l'impulsion, ce que ça va provoquer, c'est souvent un malaise, de l'anxiété, c'est normal. Parce que si ça ne provoquait pas ça, il n'y aurait pas l'espèce de cercle vicieux de dépendance qui se serait installé. Donc, souvent, on va aussi travailler sur ces éléments-là. Mais je me rends compte aussi à travers le temps qu'il y a beaucoup de cas par cas, qu'il y a des fois des gens que moi je rencontre, on va aborder le thème de la cyberdépendance, et que des fois, il y a des rencontres qu'on n'abordera quasiment pas ça, mais qu'on va se rendre compte qu'il y a comme des problèmes sous-jacents. Je pense entre autres des problèmes au niveau de l'estime de soi, où la personne peut aller en ligne pour parler avec plein de monde parce qu'elle se sent incompétente dans ses relations, disons, de la vie réelle. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui va être à considérer pour intervenir adéquatement. Vous avez parlé un peu des troubles en comorbidité, notamment du trouble narcissique. Ma préoccupation est d'ordre clinique avec ceux qui jouent à des jeux massivement. Observer effectivement des comorbidités très présentes. On sait qu'en dépendance, ça tourne alentour de 50% de notre clientèle. Est-ce qu'en cyberdépendance, c'est plus élevé? Et quelles des observations que vous avez faites? Par rapport au jeu précisément, je n'ai pas de données là, vraiment précises, là, mais ce qu'on sait au niveau de la comorbidité, donc la comorbidité qui est, si on peut résumer ça pour les personnes un peu moins familières avec ce terme-là, c'est la présence d'autres troubles en même temps, qui surviennent en même temps que la cyberdépendance, par exemple. Ce qui ressort au niveau des études, c'est qu'on va voir des troubles au niveau de, anxieux, anxiété sociale, entre autres. Des fois, des TOC. Donc, pour TOC, qui est le trouble obsessionnel compulsif, donc des fois, dans l'aspect vérification ou répétition de certains comportements. Tout ce qui est dépendance aux substances, dépendance à la sexualité aussi, ça peut être un élément de comorbidité. Dépression, est-ce que je l'ai nommé? Non, je ne pense pas. Donc, dépression aussi, ça c'est ressorti dans les dernières études. Donc, il y en a d'autres aussi, là, mais les principales sont celles-là
sont ces troubles-là qui ont tendance à survenir là, Actuellement en train d'apprivoiser. Oui. Récent. Est-ce qu'on a des comparables à différentes époques? C'était pas l'Internet, c'était autre chose, ou on a fini par s'habituer. Bon, l'arrivée de la télévision à une certaine époque, au début des années 60, je pense que tout le monde était arrivé sur son petit écran, il n'y avait pas autre chose. Ça devenait peut-être effectivement un sujet de dépendance, une source d'intérêt. Est-ce qu'on peut prévoir que d'ici quelques années, en fait, ça va se résorber de façon plus naturelle? Les gens vont se détacher, vont apprendre à vivre avec ça, comme on a appris à vivre avec d'autres sujets de passion. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est un phénomène qui est assez jeune, puis on n'a pas d'études à long terme, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se définir dans 20 ans, là, et comment les gens vont réagir un peu au même titre que la consommation d'alcool peut varier au fil des âges même. Puis, donc, c'est sûr que moi, j'aurais tendance à penser qu'il y aura toujours quand même un pourcentage pour qui ça va rester un problème, un peu comme l'alcool. Il y a des gens qui ont plus de difficultés à contrôler leur consommation. C'est sûr que le pourcentage dans la population qui présente un problème de cyberdépendance reste à définir parce que les études ne s'entendent pas. On parle de 1 à 14 %, donc c'est un écart qui est assez large, là. C'est un peu aléatoire quasiment, mais c'est ce qui ressort à travers les différentes études. Donc, j'ai l'impression que même au fil du temps, il y aura quand même des gens qui vont avoir des problèmes, mais ça se peut que nous aussi, en termes d'habitude, qu'il y ait des choses qui deviennent plus normales ou qu'on voit de façon plus régulière et qu'on s'habitue aussi à ce type de comportement-là. Une chose est certaine, c'est que le sentiment de détresse, d'après moi, il va toujours demeurer là pour un certain pourcentage de personnes pour qui ça va prendre trop de place. Vous parliez de la télévision, mais c'est sûr que là, on est plus habitué à voir la télévision, mais je demeure convaincue qu'il y en a sûrement qui ont un usage problématique aussi de la télévision, qui passent tout leur temps devant la télé ou qui regardent des séries et tout ça. Il y en a que ça peut être au téléphone aussi, donc c'est ça. Je pense que ça peut rester quand même un problème, même si là, maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus courant, là. Alors, on va prendre 2 questions par Internet. Oui, lorsque l'on connaît une personne qui souffre d'une très grande cyberdépendance, mais que cette personne-là dit ne pas avoir de problème, comment l'aider? Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on perçoit comme étant un problème. Des fois, ça dépend des contextes. Il y a des parents, entre autres, qui peuvent être alarmés par rapport à certains comportements, alors que des fois, ça peut être plus attendu, disons, de la part de certains jeunes ou en tout cas de leur catégorie d'âge. C'est sûr que moi, ce que j'ai tendance, parce que des fois, ça arrive des gens qui m'appellent qui sont inquiets pour des proches. Moi, ce que j'ai tendance à leur proposer, c'est premièrement d'en parler. D'en parler à la personne concernée, puis de lui dire, ben moi, je suis inquiète, moi, ça me préoccupe pour telle raison, parce que je constate que tu es plus irritable, ou tu passes beaucoup plus de temps là-dessus. Donc, peut-être en se basant sur des faits, peut-être en se basant aussi sur ce qu'on a discuté ce soir, peut-être que ça donnera des outils un petit peu plus concrets, en tout cas aux personnes qui souhaitent donner de l'aide à ces gens-là. Peut-être des fois en leur donnant des références, en leur disant, OK, ben peut-être que tu ne reconnais pas que tu as un problème, mais est-ce que tu pourrais comme juste aller lire, voir si des fois il y a des choses dans lesquelles tu te reconnais. Mais c'est possible des fois que certaines personnes ne se sentent pas prêtes à consulter, pas juste au niveau de la cyberdépendance, mais pour n'importe quel autre problème. Des fois, c'est important aussi que la personne prenne le temps de réaliser la situation. Donc, je pense que le meilleur outil reste d'en parler avec la personne pour essayer de manifester ses inquiétudes, là. Le but, c'est pas de convaincre l'autre qu'il y a un problème, mais c'est peut-être aussi de partager plus nos inquiétudes à nous, plutôt que d'essayer de convaincre que l'autre, c'est réellement un problème. Comment peut-on départager le narcissisme de la dépendance? C'est une bonne question, mais en fait, je ne suis pas sûre de la saisir complètement, là, de saisir le sens de cette question-là. L'exemple qui est donné dans la question, c'est plus on a de contact, moins on risque d'être seul à des heures. Pardon?
L'exemple qu'elle donne, la personne qui pose la question, elle dit plus on a de contact, moins on risque d'être seul à des. Des heures plates, il faudrait définir qu'est-ce que c'est des heures Je plates. présume, là, Ouais. à partir d'une forme de solitude. Oui, ben c'est sûr que, encore une fois, ça dépend de la fonction du besoin qui est comblé à travers l'utilisation. Si d'être seul, ça provoque vraiment de la détresse, peut-être que là, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui nous amène à ne pas nous sentir bien quand on n'est pas en présence des autres. Est-ce qu'on vit à travers le regard des autres? Est-ce que ça prend une proportion qui est... Moi, c'est ce que j'aurais tendance à poser comme question à quelqu'un qui énoncerait ça, de dire, OK, ben oui, c'est vrai que ça peut être le fun d'être entouré, d'être présent, d'avoir des relations sociales, mais un peu comme je le dis en conclusion, si tout passe par ça, puis que dès que je me retrouve 3 minutes toute seule, j'ai comme besoin d'être distraite, qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin-là aussi, que je ne suis pas capable de juste attendre que le temps passe des fois, puis m'ennuyer un peu. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui. Moi, ce serait juste sur les personnes à risque. Est-ce qu'on peut définir les personnes à risque? Est-ce que c'est vraiment des conditions psychologiques où il y a aussi le rôle de l'environnement, le fait que, par exemple, l'accès à Internet soit encadré pour... C'est une excellente question. Effectivement, il y a des composantes psychologiques, mais c'est sûr qu'il y a certaines clientèles qui sont plus à risque, dont les jeunes sont un peu plus à risque. Je pense qu'au niveau de la prévention, les parents peuvent faire des choses. Il y a beaucoup de sites maintenant qui existent sur la prévention au niveau des balises qu'on peut mettre pour l'utilisation. Le but n'est pas non plus de contrôler à l'excès, mais c'est d'être informé aussi. Premièrement, s'informer qu'est-ce qu'un jeune fait sur Internet, quel site il consulte, avec qui il parle. Des fois, des trucs aussi simples que comment il fait pour protéger son identité? Comment il fait pour choisir ses mots de passe? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou il y a une stratégie un peu plus complexe? Donc, pour arriver à développer aussi des comportements peut-être plus appropriés ou, disons, moins à risque par rapport à leur utilisation. Donc, ça peut être des choses qui sont faites. Sur le site web, il y a justement une page que j'ai développée dernièrement qui parlait un peu plus de cet aspect-là préventif où il y a des références qui peuvent être pertinentes pour outiller moins les parents. Il y a beaucoup de parents qui s'imaginent que parce que leur enfant est dans le sous-sol, sur Internet, il est en sécurité, il n'est pas en train de traîner dehors à fumer des joints, là, alors que des fois, c'est pas parce qu'il est à l'intérieur qu'il est nécessairement en sécurité si on ne fait pas de supervision de ce côté-là. Mais pour revenir un peu à la question là, des personnes, des populations un peu plus à risque, effectivement, les jeunes sont plus à risque. Il y a certaines pratiques professionnelles aussi qui ont été ciblées, par exemple, comme je pense à des recherchistes ou des journalistes ou des personnes qui sont appelées à utiliser certaines technologies. Là. Ça répond à votre question? Est-ce que la cyberdépendance touche plus les garçons que les filles d'âge scolaire? D'âge scolaire, il n'y a pas de données là-dessus, mais je pense que les garçons ont tendance à utiliser un peu plus Internet que les filles, mais ça reste à confirmer. Là, ça, c'est des données plus pour l'ensemble de la population, pas nécessairement pour l'âge scolaire. Donc ça, il reste des études à faire là-dessus pour préciser. Bien sûr, ou c'est plutôt les internautes qui le sont. Est-ce que vous avez des titres de livres ou de recherches sur le narcissisme à suggérer? Une personne intéressée par le sujet. Donc, on me demande des références sur le narcissisme. Uniquement le narcissisme. C'est bien ça? Là, présentement, je vous dirais que de mémoire, je n'ai pas de référence. C'est sûr que quelqu'un qui voudrait déjà en savoir un peu plus sur le narcissisme, peut-être pourrait consulter la section sur le narcissisme dans le DSM-4, qui est je ne me rappelle pas, le manuel diagnostic des troubles mentaux. Donc, puis c'est sûr que dans le DSM-4, il y a beaucoup de références sur ce trouble de personnalité-là. On a une question dans la salle. Aux personnes plus à risque, vous avez parlé de...
il y a beaucoup d'individualité, beaucoup de personnes seules, et il n'y a pas la pression sociale, il me semble. Mais là, c'est une réflexion là, que je fais, mais lorsqu'il y a une pression sociale, et autrefois, bon, il y avait le village ou la communauté et tout ça, on faisait de l'autocensure, on pratiquait de l'autocensure. La culture même, c'est une forme de pression sociale, c'est le résultat de pression sociale. Quand je vois les gens avec 1200 amis Facebook, plusieurs, je suppose, qui ne connaissent pas. Ah, sûrement qu'ils les connaissent tous. Même sûrement. Est-ce qu'ils peuvent se débarrasser donc de la pression sociale facilement et donc peut-être devenir cyberdépendants ou dépendants d'un réseau ou d'une société qu'ils auraient eux-mêmes créée, choisie, inventée selon, puis là je rejoins la question du narcissisme, selon ce qui est complaisant, en fait, des personnes qui seraient complaisantes avec... Quand vous parlez de pression sociale, à quel type de pression sociale? Moi, je vais vous dire, je ne me promènerai pas ici tout nu, même si j'en avais envie, parce que j'ai peur qu'on m'arrête et que je ne sais trop quoi. Alors donc, ça, c'est de la pression sociale, à mon avis. Quand je parle de culture, à mon avis, c'est aussi de la pression sociale. Alors, si les gens... Si une personne est prise, il y a toujours quelqu'un derrière à lui dire « Coudon, t'es encore en train de regarder Facebook ou t'es encore pris sur Facebook. » Pour moi, c'est de la pression, c'est de la fête de la société. Mais une personne qui vit seule, n'est-elle pas plus à risque, justement parce qu'elle n'a pas physiquement autour d'elle des gens pour lui dire « Regarde, là, ça fait déjà 8 heures que tu es là-dessus, tu devrais peut-être t'arrêter. » Là, je comprends le sens de votre question. Oui, l'isolement et... Quand on parlait justement de la comorbidité tout à l'heure, l'isolement fait partie, est un prédicteur important. Isolement et solitude, c'est un prédicteur important là, au niveau de la cyberdépendance. Donc, les personnes qui sont à la base un peu plus isolées seraient un peu plus à risque là, de développer de présenter de la cyberdépendance. Là. Parce que c'est sûr qu'on peut toujours se questionner à savoir, oui, mais la personne communique, elle communique virtuellement, mais elle communique quand même. Mais quand même, moi, j'aurais tendance à dire, ben oui, une façon de communiquer, mais peut-être aussi qu'il y a une façon de ramener ça dans la vie réelle aussi, puis d'avoir des échanges en face à face. On reste quand même des êtres de communication. On a besoin d'être en relation avec les autres. Je me questionne à savoir, est-ce que tous les besoins peuvent être comblés si ces relations-là sont uniquement virtuelles? Pour moi, la question est... C'est pas si clair que ça, là, que les besoins sont tous comblés uniquement par le virtuel. Là. Donc, effectivement, oui, les personnes isolées sont un petit peu plus à risque. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Oui. Un peu plus à risque. Ah, ben là, plus à risque, on peut... on peut... Oui, c'est... Mais comme je vous dis, c'est un prédicteur qui est important. Là, c'est dans le parler. Alors, je crois qu'on a encore 2 questions sur Internet pour conclure. Existe-t-il des sites ou groupes d'entraide pour les jeunes cyberdépendants? Des francophones au Québec, en fait, j'aurais du mal à référer quelqu'un qui a un problème de cyberdépendance à des groupes d'entraide sur Internet. Je pense que c'est important de sortir de ça et peut-être d'aller consulter un psychologue qui connaît bien le phénomène. Donc, comme je vous dis, moi, au Québec, il y a peu de ressources malheureusement et ça, c'est quelque chose qui reste à développer, plus de ressources pour aider les personnes cyberdépendantes. Mais comme je vous dis, au niveau des groupes d'entraide, moi, j'ai un peu de réticence à ce niveau-là, surtout pour des personnes dépendantes à Internet. C'est important qu'elles sortent de ça, qu'elles aillent chercher de l'aide à l'extérieur. La dernière, mais non la moindre, que diriez-vous pour vendre les avantages de consulter et de se questionner sur le sujet? J'ai mal compris le début de la question. Oui, que diriez-vous pour vendre les avantages à consulter et à se questionner sur le sujet? C'est quoi les avantages de se questionner? Oui. C'est dans un but de se sentir mieux et d'être plus confortable dans ces comportements-là. Si on a besoin d'aller consulter, c'est probablement parce que c'est un problème pour nous puis on ne se sent pas bien. Puis comme on disait, on ressent de la détresse et de l'anxiété. Donc, moi, c'est le gros avantage d'aller consulter, c'est ça. C'est d'arriver à trouver des outils pour réagir différemment
par rapport à cette situation-là, arriver à mieux comprendre la situation. Parce que des fois, quand on est seul dans notre salon, devant notre ordinateur, oui, on connaît beaucoup de choses sur nous, mais des fois, quand on a un regard extérieur, ça nous permet d'avoir justement une vision qui est peut-être différente, qui est plus neutre, et de mettre en lien plusieurs choses, puis de voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues seul de notre côté. Je crois que vous vouliez apporter un complément. Vous me permettez, par rapport à la ressource, je trouve que c'est une question importante et si quelqu'un se pose la question où est-ce que je peux aller consulter, j'ose juste donner une petite information. Dans tous les régions administratives au Québec, il y a des centres de réadaptation en dépendance publique et actuellement, il y a une recherche en cyberdépendance qui est menée et dans le contexte de la recherche, on offre des services gratuits à la personne qui se questionne par rapport à ces problèmes de cyberdépendance, mais également donc à l'entourage. Donc, c'est des services qui sont actuellement accessibles et gratuits. Donc, par exemple, ici à Montréal, c'est le centre de l'art Cormier, mais c'est une réalité dans toutes les régions, il y a un centre de réadaptation. Alors, je voulais juste préciser pour que la personne puisse effectivement avoir accès à ces services. Oui, tout à fait. Le centre de l'art Cormier à Montréal fait des recherches dans ce sens-là et il recherche justement des participants et ça, pour les personnes qui souhaiteraient participer, je pense que c'est quelque chose de très important qui permettrait de mieux comprendre le phénomène puis d'avoir aussi des pistes de solutions là, par rapport à ce problème-là. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est possible de consulter au Centre de l'art Cormier ou dans les centres de réadaptation sans être un participant à la recherche. Mais je pense que oui, c'est comme un peu le début là, des ressources qui commencent à foisonner au Québec. Là. Merci. Alors, je crois que ça va conclure notre intervention de ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Vous me permettez de vous prendre 30 petites secondes pour conclure. N'oubliez pas de prendre le temps de remplir votre petit questionnaire, soit sur place, vous pourrez le déposer à la sortie, en ligne aussi, vous avez les informations pour le remplir. Mettez-y votre adresse de courriel si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la Toile des communicateurs. Sinon, notre site web, toile.coop, Twitter, Facebook, on est très présent dessus. Et je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous l'année prochaine. Ça se passera le 26 janvier avec M. Bernard Drainville, ancien journaliste et maintenant député à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.